C'est moins comme ça. On est live. Est-ce qu'elle, c'est Salma qui démarre? C'est moi, c'est moi. Bienvenue dans notre séminaire des PW Talk Série. Je pense que Salma, c'est à toi pour ouvrir le webinaire. Exactement. Alors, bonjour à tous. Merci d'être très présents et bienvenue dans la 3e édition de PwC Talk Series. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, permettez-moi de vous présenter Digital Africa Live, qui est la plateforme de débat en ligne du groupe One Africa Forum, organisateur des forums B2B en Afrique francophone. Je suis ravie d'ouvrir ce débat et vous souhaite la bienvenue à cette session sous le thème « Votre capital humain est-il la priorité de votre entreprise au-delà des discours ?» Le capital humain a été longtemps le parent pauvre des stratégies des entreprises qui se concentrent presque exclusivement sur leurs clients et leur parcours. Aujourd'hui, grâce à le principe de symétrie des attentions, nombreuses sont les entreprises qui ont compris que pour optimiser la relation entre une marque et ses clients, il fallait investir de manière égale sur celle entre l'entreprise et ses collaborateurs. À cet effet, l'on s'interroge si la non-considération de l'expérience employée pourrait être considérée comme un talent d'Achille des stratégies de l'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui les acteurs clés du secteur en Afrique. Madame Sylvie Becker, directrice générale Toucher Sénégal. Madame Marie-Paul Akpo, directrice de ressources humaines, Noum Hôtel Plateau et Sinotel Plateau Côte d'Ivoire. Madame Nawal Rarmelis Frewi, directrice générale Orange Money Maroc. Et notre modératrice, Madame Patricia Pédan, transformation directeur PwC Afrique francophone subsaharienne. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation à prendre part à cette table ronde virtuelle afin de partager avec nous votre vision et retour d'expérience. J'invite l'ensemble des participants à interagir avec nos panélistes en posant vos questions sur la rubrique questions-réponses. Je profite de cette occasion pour vous faire part de la 16e édition du forum Africa Pay and IT Expo qui va avoir lieu le 11, 12 et 13 mai à Marrakech. Madame Pascal, je vous donne la parole pour ce qui s'annonce déjà très riche et je vous souhaite une excellente webconférence. Merci. Merci beaucoup, Shamaï. Bienvenue à nouveau dans nos PwC Talk série. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui et en ce mois de mars pour un panel purement féminin. C'est un honneur d'avoir sur notre panel donc ces dirigeantes de calibre qui vont discuter avec nous tout au long donc de ce webinaire sur le capital humain. Ne vous méprenez pas, le capital humain, c'est pas qu'une affaire de femmes. Vous voyez, notre panéliste Valentin a dû s'excuser parce qu'il a eu une urgence, donc nous vous présentons toutes nos excuses. Comment nous allons démarrer? Nous allons faire rapidement un tour de table pour que chacun de nos panélistes se présente à vous. Ensuite, comme d'habitude, nous vous présenterons les résultats de l'enquête PwC sur les problématiques de ressources humaines et de capital humain. Et ensuite, nous lancerons les hostilités, comme j'aime bien à le dire, dans le débat de nos panélistes. On veut cette session interactive. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à interagir entre vous, membres de l'audience, et nous aurons à certains intermèdes, en fait, on fera une prise de questions-réponses pour nos panélistes. Donc, Sylvie, Nawal, Marie-Paul, si vous êtes prêtes, nous pouvons démarrer. On va démarrer par Marie-Paul pour l'introduction. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Marie-Paul, je pense que tu es en mute, tu es encore en mode silence.
Pendant que Marie-Paul essaye de démuter son micro, Sylvie, à toi. Merci pour la parole, Patricia. Bonjour à tous. Bonjour, chers panélistes. Bonjour, chers internautes. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole à PwC Talk Series sur le sujet du capital humain. Moi, je me présente, je suis directrice générale de Toucher. Toucher, en fait, qui est une EdTech et qui est le premier réseau social d'enseignement en ligne en Afrique. Merci Sylvie, ravie de vous avoir sur ce panel. Nawal, à toi. Merci Patricia, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de participer à ce panel. Merci à One Africa Forum et à PwC Talks pour cette invitation. Et je serai ravie de partager mes perspectives et ma vision du capital humain. Alors, très rapidement sur mon parcours, donc moi aujourd'hui je suis directrice générale d'Orange Money Maroc. C'est un établissement de paiement. Filiale d'Orange Maroc. Nous opérons depuis 3 ans et j'ai fait le plus gros de ma carrière chez Orange Maroc dans les télécoms. Voilà. Merci Nawal, bienvenue parmi nous. Marie-Paul, c'est Oui, bon c'est pour le bon. micro? Oui, c'est bon. Donc, merci à Parfait. tous d'être là. Je suis très ravie de participer à ce panel. Donc, je suis Marie-Paul Akpo, je suis la directrice des ressources humaines des hôtels Nou Messine, Abidjan, Plateau. Donc, nous sommes une chaîne hôtelière mondialiste, donc j'interviens en tant que directrice du capital humain. Donc, merci. Merci Marie-Paul. Maintenant que moi je suis Patricia Pedomnono à votre service, votre modératrice pour animer ces débats et les rendre encore plus riches. Donc nous allons démarrer, si la régie est d'accord, sur la présentation d'une récente étude que PwC fait, PwC Advisory. Nous sommes une boîte de conseil aussi en service, une boîte de conseil. Donc notre branche consulting s'occupe de nos clients pour pouvoir les accompagner dans leurs problématiques en fait business. Donc, on va démarrer sur une étude récente sur le capital humain qui a été faite par PwC. Si la régie est prête, est-ce qu'on peut la présenter? Ariel? OK. Donc, comme vous le voyez, on va parler aujourd'hui, le capital humain est-il vraiment une priorité pour votre entreprise au-delà des discours? Selon une récente enquête, donc PwC, le rapport annuel, hein, on peut passer à la prochaine slide, sur le 26e rapport, l'enquête qui a été faite aux dirigeants en Afrique francophone subsaharienne. Nous faisons une enquête toutes les années sur tous les patrons, donc les patrons. 66% des patrons en Afrique francophone pensent que leur compagnie ne pourra pas rester viable sur les 10 prochaines années si elle ne se réinvente pas. Donc, il y a une réelle perception de la part de nos dirigeants qu'il est plus qu'urgent pour nos entreprises en Afrique de penser à se réinventer pour rester viable en fait sur le marché. 44%, c'est-à-dire un peu moins, plus de 4 patrons sur 10 aujourd'hui, estiment que l'un des gros risques à leurs enjeux de croissance aujourd'hui et de développement reste leur capital humain. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont à la recherche d'un équilibre entre la nécessité de maîtriser les coûts, le besoin de se réinventer. Tout cela, ils ne pourront pas y arriver s'ils perdent la guerre des talents. Après tout, le capital humain, c'est celui qui produit, qui est la force de production au sein d'une organisation. Donc ça, c'est la situation des CEO, c'est les inquiétudes des dirigeants, mais que pensent aujourd'hui les employés? Donc, sera une autre enquête qui a été faite par PwC sur quels sont les espoirs et quelles sont les peurs du capital humain sur nos marchés. 20% de nos salariés, tenez-vous bien, sont susceptibles de changer d'employeur dans les 12 prochains mois. C'est-à-dire, ils sont en recherche active de nouvelles employeurs. Ils ont envie de changer. Et ceci encore plus accru dans la génération Z et dans les millennials qui atteignent des taux de 27% à 23%. Ils sont prêts à partir dès que la bonne opportunité se présente.
Prochaine slide. Ariel, prochaine slide. OK. Et au raison de savoir pourquoi ces employés, pourquoi les salariés, pourquoi le capital humain aujourd'hui est prêt à partir, la rémunération n'est plus suffisante. Les salariés prêts à changer d'employeur sont en moyenne moins satisfaits par des aspects aspirationnels. On rentre ici dans la logique non pas seulement pécuniaire, mais aussi la recherche de plus d'aspiration. Je veux trouver mon travail épanouissant. Donc, ils ont 14 points en moins de satisfaction sur la qualité, l'épanouissement qu'ils ont au travail. Je veux me permettre d'être moi-même au travail. Ils ont envie de se sentir, eux, de pouvoir s'exprimer à leur lieu de travail. Donc, ceux qui sont prêts à partir sont 11 points en moins de satisfaction par rapport à la moyenne. Et vous ne voyez que la rémunération n'arrive qu'en troisième lieu où ils pensent aux besoins de rémunération. Et ensuite, les attentes, en fait, et les espoirs dans le passé qui étaient très surtout liés au leadership. Mon manager m'écoute, mon leadership est un bon leader, arrive aujourd'hui en dernière position sur les 5 facteurs clés. Donc, le leadership aujourd'hui, oui, reste dans la lutte, mais on se rend compte qu'on a une tendance vers des aspects beaucoup plus aspirationnels et moins pécuniers. Donc, sur nos pistes de discussion, donc, nous allons commencer par rentrer sur les débats. On va démarrer. Donc, voici la situation. D'un côté, les inquiétudes des patrons. D'un autre côté, le mindset aujourd'hui du capital humain sur nos marchés. Alors, on va passer la question. On peut déjà arrêter la présentation. On va revenir en fait sur le débat. Ça, c'était vraiment pour ouvrir le débat. Je veux dire à nos chères dirigeantes sur ce panel, que vous inspirent ces statistiques? Nawal. Merci Patricia. D'abord, c'est toujours impressionnant au fait de s'arrêter sur des chiffres parce qu'on a des fois des constats qu'on connaît, mais bon, on ne les quantifie pas nécessairement. Donc là, en regardant ces chiffres, franchement, ça nous permet d'avoir une conscience encore plus, on va dire, claire par rapport à ce qui se passe au niveau du marché du capital humain. Notamment après cette phase particulière que nous avons vécue donc avec la pandémie. Je pense que ça a beaucoup accéléré les choses et les gens ont aujourd'hui encore plus conscience de l'importance du travail et des facteurs qui les retiendraient ou pas dans une entreprise. Je vois que les patrons aujourd'hui sont de plus en plus conscients et ils savent que si ils ne changent pas, ils ne s'adaptent pas pour faire de l'expérience employée un axe clé stratégique, clairement qu'ils auront du mal donc, dans les années à venir. Je suis aussi marquée par les pourcentages de volonté de départ des plus jeunes. On voit que les plus jeunes aujourd'hui ont tendance à quitter encore plus que on va dire les plus seniors. Je pense qu'aujourd'hui, on se soucie beaucoup de la qualité, on va dire, de vie au travail, de la culture d'entreprise, de beaucoup plus d'éléments que la rémunération. Je pense que nous, au début, quand on a peut-être rejoint notre premier employeur, la première question, c'était peut-être le salaire, le titre du poste, et ainsi de suite. Mais là, ça devient encore beaucoup plus large et je pense qu'on accorde beaucoup plus d'intérêt à des facteurs qui jusque-là étaient secondaires. Voilà. Merci beaucoup, Nawal. Effectivement, nos jeunes, ils sont aussi impatients que les générations Z et millennials, prêts à bouger et à aller butiner sur la fleur qui semble la plus attrayante. Donc, Sylvie, que vous inspirent ces statistiques? Alors, ce que m'inspirent ces statistiques, c'est en fait finalement une certaine inquiétude de la part, je pense, des employeurs. D'abord parce que, effectivement, aujourd'hui, il y a une guerre des talents. Cette guerre des talents, elle est mondiale, mais ça devient également une opportunité pour l'Afrique, puisque l'Afrique est le continent le plus jeune. Cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement que tous ces jeunes, il va falloir les former pour pouvoir atteindre aujourd'hui les objectifs de rentabilité et de performance économique des entreprises. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, on a regardé sur tous les chiffres. Et comme l'a mentionné Nawal, la Covid nous a fait réfléchir. On a dû mettre en place d'autres modèles,
on a dû faire attention beaucoup plus finalement à l'humain, même si on est de plus en plus dans un monde qui est digitalisé. Et on s'est penché sur tout ce qui était bien-être au travail, mais pas que. Il y a également le savoir-être au travail, comprendre les codes. Et on se rend compte que cette nouvelle génération qui arrive, donc quand je parle de nouvelle génération, je me réfère par rapport au slide que vous venez de montrer, à savoir donc les milléniums et la génération Z. Les milléniums, c'est-à-dire ceux qui avaient autour de 20 ans dans les années 2000, et la génération Z, c'est ceux qui sont nés dans les années 90 jusqu'à, je dirais, 2010. Jusqu'à partir de 2010, c'est ce qu'on appelle la génération alpha. Et là, on est encore dans autre chose. Voilà, le capital humain est en fait un bien qui est immatériel, au même titre que le savoir-faire technique de l'entreprise, que la clientèle. Et forcément, puisque c'est difficilement mesurable, on n'y prête pas autant d'attention. Mais ce sont les humains, ce sont les collaborateurs qui font le travail. Donc, ça devrait être en fait la priorité numéro 1. Merci beaucoup, Sylvie. Effectivement, priorité numéro 1, plus d'attention, tendance à passer au-delà de ce capital humain. Marie-Paul, quelles sont vos perspectives? Pour moi, je pense que ces statistiques sont très parlantes parce qu'on se rend compte qu'il y a une réelle course maintenant vers la transformation qui doit s'engager très rapidement pour éviter que les grandes entreprises ne disparaissent surtout. Et puis, concernant 44% qui estiment que l'un des plus gros risques de leur enjeu de croissance est le capital humain, ça montre vraiment qu'on a beaucoup à faire au niveau de nos dirigeants, au niveau de nos CEO, parce qu'on ne met pas encore la place de l'humain dans nos organisations. Donc, il nous reste beaucoup à faire à ce niveau aussi pour que nos employés puissent vraiment s'engager au sein des différentes organisations pour les rendre vraiment plus performants. Donc, ça nous donne beaucoup à réfléchir, à changer nos modèles et puis mettre le capital humain vraiment au centre de toute notre activité. Concernant la rémunération, c'est vrai que comme notre première intervenante l'a dit, dans les débuts, on parlait plutôt de rémunération. Mais maintenant, c'est le bien-être au travail qui prime sur cette rémunération. Donc, il faut d'abord mettre les conditions de travail afin que l'employé se sente très bien dans son travail, très bien, qu'il ait vraiment un gros épanouissement au niveau du travail et puis ça l'emmènera vraiment à être beaucoup plus fidèle, à fidéliser nos talents. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Marie-Paul. Vous avez tous les deux embrayé sur la prochaine question. Vous avez dit ça montre effectivement qu'on ne met pas encore suffisamment le capital humain au centre en fait de nos organisations. Aujourd'hui, juste pour avoir une perspective en fait sur vos enjeux au quotidien auxquels vous êtes confrontés, quelle place occupe vraiment le capital humain ou l'expérience? Est-ce que ça fait même partie des stratégies? Est-ce que ce ne sont que des jolis mots qu'on met dans les stratégies, mais qui ne se reflètent pas matériellement, concrètement sur le terrain? Quelle place occupe-t-il vraiment? On voudrait vraiment avoir, parce que je pense qu'à tous nos employés, nos salariés qui sont sur cette audience, ils aimeraient bien comprendre en fait quel est l'envers du décor du moment qu'on rentre dans la salle du comité d'exécutif et dans les réunions. Est-ce vraiment une priorité? Vous pouvez prendre la parole hein, en fonction de qui se lance. Je peux prendre. D'accord, Nawal, à toi. Je vais parler du cas d'Orange Money, qui est une filiale d'Orange Maroc, qui elle-même donc, fait partie du groupe Orange. Et je peux me réjouir à l'idée que le groupe aujourd'hui place au fait l'expérience employée au cœur de sa stratégie. De la même façon qu'on place l'expérience employée. Enfin, aujourd'hui, au fait, on ne fait plus de différence entre l'expérience client et l'expérience employée parce qu'on considère que de toute façon, les deux, c'est des clients. Autant on parle de clients externes, on parle aussi de clients internes. Donc, dans le cas des employés, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place parce que clairement, on s'est rendu compte de l'intérêt au fait stratégique de l'axe du capital humain et on a mis en place beaucoup d'outils, beaucoup de parcours. On a mis en place aussi
pas mal d'axes stratégiques qui sont aujourd'hui adoptés. Donc, en termes d'expérience employée, il y a plusieurs pistes qu'on a explorées. On sait aujourd'hui que, par exemple, un employé, c'est important qu'il soit impliqué dans les décisions qui le concernent. Et ça se passe à travers donc l'écoute et la prise de parole. C'est important que ces gens se sentent écoutés, mais aussi impliqués. C'est aussi à travers le management participatif. Hein. On pousse à un management où les employés peuvent participer et où ils se sentent en confiance et responsabilisés. Il y a aussi tous les aspects de formation et d'opportunités d'évolution. Donc, il y a aujourd'hui des formations continues en fonction des besoins, mais aussi en fonction de l'évolution du marché, et surtout qu'on travaille dans un domaine technologique. Il y a une piste sur tout ce qui est avantages, bien entendu, et conditions de travail. Donc ça, c'est un levier, j'ai envie de dire, qui est classique, mais qu'il faut quand même maintenir parce que ça devient une base, en plus de tout ce qu'on peut mettre en place comme, on va dire, solution annexe. Et puis, un dernier aspect que je trouve très important, c'est la communication. Et cette communication doit être transparente et régulière à travers l'écoute des employés, mais aussi à travers le partage des informations qui les concernent. Ok. Donc, en fait, pour Nawal, c'est une réalité. Du moins, ça fait vraiment partie des axes stratégiques. Et les enjeux aujourd'hui, c'est la prise de parole, le management participatif, la spécialisation de nos talents, ainsi que tout ce qui est communication transparente pour maintenir le même niveau d'information au sein de l'organisation et créer encore plus d'engagement. Sylvie, une autre perspective sur ces enjeux clés au sein donc, des organisations que vous avez côtoyées? Alors, dans les organisations que j'ai côtoyées, je dirais que j'ai eu la chance d'être aussi bien dans des organisations qui sont là depuis 150 ans que des organisations comme Toucher aujourd'hui, qui n'a que 2 ans d'existence. Et forcément, le profil des employés n'est pas le même. Dans des entreprises qui sont beaucoup plus anciennes, il y a, je dirais, plusieurs catégories d'employés ou plusieurs générations qui coexistent. Mais entre-temps, le monde a changé. Il y a eu une rupture avec le digital. Et on va de plus en plus dans une transformation digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les employés, il y a ceux qui sont entièrement digitalisés qui arrivent, qui sont jeunes. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec le digital, ou alors tout simplement leur métier a changé, leur métier est devenu obsolète et il faut les requalifier. Donc, les enjeux, c'est des enjeux à la fois, je dirais, en termes métier, en termes d'expertise, de renforcement des compétences, de requalification des métiers qui sont devenus obsolètes, surtout dans le monde du numérique. Il y a 80 nouveaux métiers numériques et ce n'est pas terminé. Et il y a un déficit de ces compétences au niveau mondial. Et donc, dans une entreprise, je dirais, qui est plus jeune, là, c'est un autre problème qui se pose. Pourquoi? Parce que dans une entreprise ancienne, il y a une certaine hiérarchie avec l'entry level, avec le middle management et avec la direction. Dans une entreprise qui est plus petite ou dans une start-up, il n'y a pas finalement vraiment de middle management. Ce qui fait que ces jeunes, on le voit, c'est vrai qu'ils sont très intelligents, c'est vrai qu'ils vont très vite, mais ils ont besoin d'être encadrés et ils ne comprennent pas toujours la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est tout cela qu'il faut réconcilier, ce qui fait que le capital humain est effectivement, en tout cas pour moi, la priorité numéro 1, puisque c'est eux qui vont mettre en place les stratégies. Donc, ils doivent les comprendre, mais aussi ils doivent pouvoir travailler ensemble, ils doivent pouvoir travailler à distance. Et avec cette nouvelle génération, les aménagements des horaires est très important. En Afrique, les femmes commencent à faire des enfants jeunes et il faut aussi en tenir compte dans la stratégie capital humain. Donc, le fait de pouvoir travailler à distance pour ces femmes-là, c'est vraiment un plus. Et ce côté justement aspirationnel est très important. C'est la raison pour laquelle de plus en plus, et y compris en Afrique, on voit qu'on met en avant la marque employeur. Best place to work, on montre même des collaborateurs sur les réseaux sociaux, ce qui ne se faisait pas du tout avant. Pourquoi? Pour justement pouvoir attirer ces talents dans l'entreprise. Donc voilà. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, dans vos organisations, en fait, on note en fait que la maturité de l'organisation
pourra avoir un impact sur les différents enjeux de capital humain auxquels elles sont confrontées, auxquels ces organisations sont confrontées, notamment coaching, cascade stratégique, flexibilité. En plus de ce que Nawal disait tout à l'heure, sont en fait des enjeux clés à adresser pour un meilleur capital humain. Ça me permet d'embrayer. Je ne sais pas si Marie-Paul est là ou elle a un problème de micro, mais ça me Oui, permet, c'est Marie-Paul, bon. Oui, j'ai un problème juste de caméra. d'accord, ok. Voilà. Donc, Qu'est-ce que cela t'inspire de ton côté? ok, je rejoins un peu les deux panélistes aussi pour dire que j'ai eu la chance en fait de travailler dans des organisations où le capital humain n'était pas vraiment la priorité. Donc, je vois vraiment la différence en termes de rendement dans ces entreprises et celles dans lesquelles je suis, où c'est vraiment notre priorité depuis même le recrutement, la communication en interne. On est très à l'écoute des collaborateurs. On fait un peu tout ce qui est enquête de satisfaction en fin d'année. On est à l'écoute, on met vraiment les moyens au niveau des employés. Donc, dès que l'employé entre, c'est-à-dire il a son parcours, il sait déjà dans un mois, dans un an, ce qu'on lui réserve. Donc, il y a un plan de développement qui est mis en place et ça nous permet vraiment de retenir les talents, de les fidéliser. Et puis, il s'implique réellement. Au niveau des heures aussi de travail, il y a vraiment une flexibilité. Au niveau des femmes, effectivement, comme Sylvie le disait, en Afrique, les femmes sont mères assez tôt. Donc, du coup, on a vraiment cette flexibilité aussi et ça permet un vrai engagement au niveau des collaborateurs. Donc, en termes de rendement, on le voit, c'est clair. Donc, le collaborateur, il s'implique à tel point que je donne un exemple, quand il va voir une lumière qui est allumée, il va aller l'éteindre parce qu'il sait que c'est un coût pour l'entreprise. Donc, ça, c'est très important à notre niveau parce que je fais la différence entre les entreprises dans lesquelles je travaillais et maintenant ce groupe Mangalis dans lequel je suis. Donc, ça joue vraiment un rôle essentiel. Valoriser le Merci capital beaucoup. humain. Tout à fait. Et effectivement, l'expérience employée, l'un des enjeux clés ou bien l'un des objectifs premiers, c'est vraiment de pouvoir augmenter le taux d'engagement des employés. Effectivement, on dit un employé engagé va vous donner 110% en fait de son potentiel, alors qu'un employé désengagé vous donnera moins de 50% de son potentiel, alors que vous lui faites une rémunération pour donner à minima 100% du potentiel. Ça nous amène à une autre articulation. On se rend compte quand même que très peu d'entreprises ou alors pas suffisamment d'entreprises sur le marché en Afrique francophone, le marché étant peu dynamique, ça a historiquement donné une position de dominant à nos organisations ou aux employeurs. Et cependant, plusieurs entreprises aujourd'hui sont de plus en plus confrontées donc à cette grande démission, surtout de la part des plus jeunes. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce que cette position de dominant qui te disait, OK, estime-toi, on entend souvent certains leaders dire, estime-toi heureux d'avoir un travail, sinon la queue est longue derrière la porte. Que pensez-vous de ce positionnement aujourd'hui organisationnel où, parce que le marché de l'emploi est peu dynamique, les entreprises, en fait, portent ce caractère dominant de dire, OK, bah, vous avez besoin de travail, alignez-vous, rangez-vous. Comme vous voulez, hein, qui veut prendre la parole? Alors, moi, je veux bien intervenir sur ce sujet. Effectivement, dans des pays où le taux de chômage est élevé, on peut se permettre d'avoir ce type de discours, qui, je pense d'ailleurs, n'est pas du tout constructif parce qu'il y a un côté menaçant qui, moi, ne me plaît pas. Des talents, on en trouvera partout. Okay, et ça, c'est ce que je disais, c'est au niveau mondial que la guerre des talents se fait. Donc, lorsqu'on a un talent, on le sait. Il est clair qu'on ne va certainement pas dire à cette personne, écoute, ta liste est longue, si tu n'es pas content, d'autres seraient prêts à prendre ta place. Parce qu'il faut encore pouvoir trouver quelqu'un d'autre qui a, je dirais, on peut trouver le même niveau de qualification, mais toute la partie soft skills est également importante. Quelqu'un qui a l'esprit d'équipe, quelqu'un qui apporte une valeur ajoutée, en tout cas, à l'entreprise au-delà de son expertise.
Donc, voilà, je ne suis pas tellement pour ce genre de discours, même si effectivement je l'ai déjà entendu. Euh, je suis plutôt pour la rétention des talents. Et pour la rétention des talents, ben, ça doit faire partie, c'est un sujet qui est stratégique et ça doit faire partie des objectifs de l'entreprise. Je vais peut-être enchaîner, oui, je vais enchaîner avec la situation au Maroc. Je pense que ce que vous avez dit, Patricia, tout à l'heure, c'est une réalité qui commence à devenir aujourd'hui un peu dépassée parce que tout à l'heure, Sylvie a parlé de l'évolution digitale. Aujourd'hui, le marché du travail s'est tellement digitalisé et donc en termes d'accès aux offres, en termes de même de localisation, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on assiste à un changement du monde du travail, notamment pour les métiers technologiques, où les frontières finalement commencent à s'estomper. Donc, si on regarde le cas du Maroc en particulier, je pense que il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment par rapport aux métiers techniques, technologiques. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont spécialistes dans les IT, le cloud, l'IA, enfin tous ces sujets d'actualité aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent se permettre au fait d'être très exigeants en termes de, voilà, de sélection de travail et du coup les employeurs sont obligés de fournir plusieurs, de répondre au fait à plusieurs exigences. Et parmi les exigences qui s'est développée là encore, je pense que la pandémie nous a permis d'accélérer beaucoup de choses, c'est par exemple le travail à distance. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font on va dire, de cette exigence un levier important pour le choix du travail. Il y a aussi l'accès au travail un peu partout dans le monde et du coup, cette guerre de talents que Sylvie là encore a mentionné est une réalité et on en souffre. Hein. On sait que sur des métiers techniques aujourd'hui, ça devient compliqué. Et c'est pas uniquement les métiers techniques, parce que quand on veut répondre à ces besoins en métiers techniques, forcément, il faut pas laisser le reste des métiers, on va dire, de l'autre côté. Il faut qu'il y ait une cohérence quelque part au niveau de l'offre ou la proposition de valeur de l'entreprise. Donc clairement, aujourd'hui, il y a ce shift qui s'opère, hein, qui est très accéléré avec l'évolution technologique que nous vivons et qui donne accès donc à ces opportunités de travail et donc à cette mobilité qui est désormais internationale. Et donc oui, aujourd'hui, on est en train de changer et juste l'offre et la queue, enfin peut-être que ça s'applique toujours à quelques métiers où on va dire l'offre est très très faible, mais pour la plupart, c'est en train d'évoluer. Merci beaucoup, Nawal. Ça, je pense que ça doit rassurer notre capital humain qui nous suit sur le webinaire. Marie-Paul, ça vous dit quelque chose, cette phrase? Oui, La queue est longue derrière la porte. effectivement, ça me dit beaucoup de choses. Et comme je dis, une structure qui manage ainsi doit être sûre d'une chose, c'est que l'employé viendra faire ses 8 heures de travail et n'attendra qu'une seule chose, la fin du mois, prendre son salaire et rentrer chez lui. Il ne va pas innover, rien. La direction va être très stable et ne sera pas rentable. Parce que chez nous, en hôtellerie, par exemple, c'est cet employé-là qui est en contact avec le client. Donc, tous les feedbacks ne pourront venir que de cet employé. Donc, dès qu'il est maltraité, eh bien, on n'aura pas de feedback. Il va faire le moins possible et après, c'est notre entreprise qui ne va pas évoluer comme il se faut, comme il se doit. Donc, vraiment, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de l'employé, surtout lui montrer de belles perspectives et respecter. Parce que là, un employeur qui parle ainsi, c'est un manque de respect total pour l'employé et ça, c'est pas correct. Donc, je me dis, il faut valoriser l'employé pour qu'il soit beaucoup plus performant. D'où le capital humain au cœur de notre organisation. Merci beaucoup. Effectivement, on a assisté à ça et quand on fait en fait chez des clients des enquêtes internes sur les employés, on se rend bien compte que c'est quand même une tendance qui est en train de disparaître, mais qui malheureusement reste encore présente dans certaines organisations, effectivement, qui ont des impacts immédiats sur les enjeux de productivité et de croissance. Parce qu'effectivement, si la queue est longue, je viens, je fais mes 8 heures de travail et puis je ne donne pas l'extra mile qui permet en fait de donner plus d'aile à l'organisation. Et à cette question, je voudrais dire, en tant que directrice générale ou DRH au jour d'aujourd'hui,
Pourquoi est-ce donc si difficile d'avoir des budgets à mettre en place pour tout ce qui est initiative, expérience client? Quand on regarde les enveloppes budgétaires au sein des organisations, tout à l'heure, on dit les budgets qu'on commence à couper en moyenne quand on rentre dans une phase un peu difficile, c'est souvent pas le budget marketing et com, c'est plutôt souvent le budget people. Comment on explique cela? Qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qu'on doit travailler? À mon avis, ce qui ne marche pas, c'est que nos dirigeants, nos CEO, nos directeurs généraux, ils voient ce budget comme une charge, alors que ce n'est pas forcément une charge, c'est pas une charge financière. C'est plutôt, certes, une charge, mais ça permet en fait à l'employé de bien se sentir et de vraiment être beaucoup plus productif. Je donne un exemple. Dans la ligne budgétaire, par exemple, quand on arrive au plan de saving cost dans certaines entreprises, on nous demande de réduire tout ce qui est animation pour le personnel, tout ce qui est bien-être du personnel, parce que voilà, il faut faire une réduction. Mais moi, je trouve que non, parce que dès l'instant où l'employé il passe la majeure partie du temps au travail, il faut alors qu'il ait vraiment il faut qu'il y ait une vie équilibrée entre vie familiale et vie professionnelle. En hôtellerie, on passe beaucoup plus de temps. Les week-ends, on est au travail. En semaine, on n'a pas de week-end très souvent. Donc, pourquoi venir nous priver de célébrations qu'on pourrait faire, de petits gadgets, de petits cadeaux pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire un saving cost? Moi, je leur demanderais plutôt au commercial de grimper les chiffres, de monter les ventes et qu'on nous laisse notre budget RH pour pouvoir permettre cet équilibre. Donc, effectivement, il y a On va beaucoup demander à Nawal combien de budget RH elle a coupé en cost service. En effet, tout dépend de l'angle sur lequel on voit on va dire, ce centre de coût. Traditionnellement, il a été considéré comme une charge de fonctionnement. Donc, on a des employés, on les rémunère et ça permet au travail de continuer. Maintenant, on est en train d'assister à ce changement justement des conditions de travail et des conditions du marché. Et du coup, les employés ou les candidats qu'on doit recruter, ce n'est plus comme avant et il va falloir investir un peu plus. Alors, clairement qu'aujourd'hui, au niveau des PNL, c'est, on va dire, une rubrique qu'on essaie d'optimiser. Et l'idée derrière ça n'est pas uniquement au fait de réduire les coûts, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que d'un côté, il y a l'expérience employée, mais de l'autre côté, il y a aussi les objectifs de l'entreprise. Et l'idéal, c'est de pouvoir établir cet équilibre entre les deux. Donc, investir suffisamment dans l'expérience employée pour atteindre les objectifs qu'on se donne. Et voilà, donc, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a un employeur qui va venir juste investir en prétendant que voilà, ça va permettre d'augmenter les revenus de temps ou réduire, là encore, d'autres charges de temps. C'est quelque chose qui est difficilement fait quantifiable et souvent, les gens ont eu tendance comment dire, à réagir en réactif plutôt qu'en proactif. Donc, ils ne vont toucher à ce budget qu'en dernier recours. Voilà. Merci Nawal. Sylvie, est-ce que vous êtes du même avis? Alors, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, quand on a des objectifs de rentabilité, il est clair qu'on regarde le retour sur investissement. Et à partir du moment où on est dans l'humain, là, ce n'est pas mesurable. On le sait, c'est très difficilement mesurable. Donc, c'est la raison pour laquelle tout ce qui est en fait investissement dans le capital humain, que ce soit des fêtes d'entreprise, que ce soit, on ne voit pas le retour sur investissement. Donc, à partir du moment où les résultats ne suivent pas, c'est là où on va couper tout de suite. Et ça, effectivement, dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, c'était le cas. Donc, en fait, il y a un vrai enjeu dans ce cas au niveau, en fait, direction des ressources humaines ou alors au niveau des organisations, départements dans l'entreprise, de pouvoir quantifier et matérialiser le retour sur investissement qui sont faits dans les activités donc d'expérience client. Donc, et dans cette course effectivement à la rentabilité, l'étude tout à l'heure nous a montré que
La paye, les plans de carrière ne suffisent plus. Les employés sont, l'employé 3.0 veut à la fois être épanoui au travail, veut un travail épanouissant, une qualité de vie bien à la maison, c'est-à-dire flexibilité et bien-être au travail. Est-ce que c'est vraiment réconciliable tout ça? Je veux une entreprise productive, je veux avoir un travail épanouissant, aspirationnel, je veux une qualité de vie à la maison, mais je veux retrouver la même qualité de vie au travail. Sont-ils pas trop exigeants, les employés 3.0? Alors moi, je dirais que non, parce que quand on est bien, c'est là qu'on donne le meilleur de soi-même. Euh, Comment avoir une qualité de vie quand on le sait dans nos villes africaines, il y a énormément d'embouteillages, il faut aller déposer des enfants le matin à l'école. Certes, surtout quand on travaille dans une banque, c'est à 7h30 qu'on doit être au travail. Au travail. Comment pouvoir réconcilier tout ça? Donc c'est, je pense, à l'organisation de s'adapter je dirais, aux collaborateurs que l'on a en face de soi et de pouvoir être flexible. Soit d'avoir des horaires décalés et de se dire, bon, du moment que la personne fait effectivement ses 8 heures par jour. Et moi, je me rends compte de quoi? Lorsque j'accepte finalement que certaines personnes travaillent à distance, ces personnes-là, elles vont, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, Patricia, elles font des extra miles. Et elles sont prêtes à travailler le soir, elles sont prêtes à travailler le week-end, mais elles ont, elles aussi, au niveau personnel, certaines exigences, soit familiales, parce qu'en Afrique, même si on n'a pas d'enfants, on a des parents, on a des frères et sœurs dont on doit s'occuper. Et il faut tenir compte de cette réalité-là. Alors, certaines personnes ne peuvent pas travailler à distance, certaines le peuvent. Donc, tout ça, il faut tenir compte de cela. Donc, je pense qu'à partir du moment où nous sommes à l'écoute, c'est réconciliable. Merci Sylvie. Ok. Nawal? Alors, cet employé 3.0, je pense qu'il est optimiste, hein. Pour certaines, là encore, industries, je pense qu'ils y arrivent, mais pour d'autres, je pense qu'il y a encore du chemin. Euh, je pense que les conditions de travail aujourd'hui, clairement, sont en train de changer et donc le réflexe, on va dire, d'aller au bureau pour passer sa journée et travailler est remis en question. Donc, on parle de plus en plus de travail à distance, on parle de plus en plus d'horaires aménagés. Et comme disait Sylvie, j'aime bien, moi, raisonner, surtout avec mes équipes, en termes de réalisation. Moi, je préfère qu'une personne s'engage sur des livrables et qu'elle s'organise pour les atteindre plutôt que de lui, imposer un rythme ou un cadre trop, on va dire, trop rigide qui finalement ne va pas le motiver pour atteindre ses objectifs. Donc, il y a cette flexibilité et cette agilité à mettre en place. Probablement que ça va prendre du temps, surtout que bon, les gens qui sont aujourd'hui aux commandes ne sont pas encore ces employés 3.0. Je pense qu'ils sont encore du 1.0 et peut-être du 2.0. Mais avec le temps, je pense qu'on y arrivera. Merci. Effectivement, Nawal, vous présentez bien le conflit des générations parce qu'effectivement, les leaders d'aujourd'hui qui sont en position ont grandi différemment professionnellement. Et là, en face, ils ont en face donc un capital humain qui est totalement différent, qui ne comprennent pas toujours et qui a des aspirations différentes. Je me souviens encore d'un patron qui disait, je ne comprends pas comment quelqu'un peut démissionner pour rester à la maison sans avoir un autre emploi de secours. Alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que dans la génération Z, les millénials, il y en a plein parce que le cadre ne leur sied plus, démissionnent, restent à la maison en attendant de trouver mieux. Ce qui ne se ferait pas avant dans le passé. Donc, c'était juste une petite anecdote sur ce gap générationnel, cet écart générationnel. Marie-Paul? Oui, exactement. Par rapport à la flexibilité, donc je partage vraiment, c'est aux organisations en fait de mettre en place un programme pour permettre aux employés de travailler à l'heure qui leur convienne. Chez moi, dans l'hôtellerie, on a dû faire parce qu'on était vraiment confronté à ça, vu qu'on travaille, on va dire 24 heures sur 24. Donc, ce qu'on a fait, on a mis un certain groupe qui va commencer le matin parce qu'ils ont souhaité le faire et un autre dans l'après-midi parce ils ont aussi souhaité le travailler en fonction des contraintes, en fait, familiales. Donc, je pense que c'est aux organisations de réfléchir à ça et c'est quelque chose
qui est faisable. Travailler à distance, c'est un peu difficile dans mon domaine, mais la flexibilité, oui, permet à certaines de personnes de monter plus tôt et descendre plus tardivement. Oui, c'est possible. Donc, c'est à nous, en tant que dirigeants, de réfléchir à ça et d'apporter le meilleur à nos collaborateurs. Merci beaucoup. Ça nous permet en fait, effectivement, on se rend bien compte que sur ces enjeux d'expérience client, les éléments aspirationnels, hein, les éléments de flexibilité, spécialisation deviennent de plus en plus importants et ce n'est pas prêt de changer. Par contre, on se rend compte que dans certains comités de direction, nous avons plusieurs dirigeants en fait qui s'érigent contre cette dictature de l'expérience employée. Mais à quel moment donc allons-nous vers un modèle où le client est roi et le capital humain, c'est la reine? Est-ce que vous avez ces perceptions aussi au niveau de vos comités de direction et comment convaincre un dirigeant de tel type de pouvoir comprendre en fait qu'il est peut-être important d'inverser la vapeur? Alors, je vais peut-être intervenir. Alors, Oui, effectivement, ce gap générationnel, il est là. Il est là parce que les plus âgés, quand je dis les plus âgés, les 50 et plus, eux, ont beaucoup moins cette expérience de digital et que pour eux, travailler, c'est se rendre au travail. Et c'est je dirais, c'est un gage de rentabilité. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des personnes même qui viennent au travail qui ne travaillent pas ou qui font semblant de rester un peu plus longtemps, mais ils ne sont pas vraiment justement engagés. Cette nouvelle génération est effectivement très différente et peut très bien venir et donner sa démission, même pas pour un autre emploi, mais parce que tout simplement, ça ne répond pas à leurs aspirations profondes ou ça ne leur permet pas d'améliorer leur qualité de vie. Et c'est là où finalement ça amène les plus âgés dans l'entreprise, qui sont souvent dans le comité de direction, à comprendre que cette génération est très différente. C'est pas le travail avant tout, c'est le travail, mais c'est aussi la famille, c'est des amis, c'est le reste, et trouver une vie et avoir une vie équilibrée. merci Sylvie. Et comment, je ne sais pas si Marie-Paul, je pense que tu as envie de dire quelque chose. En fait, je souris parce que moi aussi, à un moment donné, je suis partie de mon travail parce que je ne me sentais plus épanouie. Les conditions n'étaient plus réunies sans avoir même trouvé quelque chose. Donc, je me retrouve vraiment là parce que pour moi, la priorité, c'est être bien, c'est se sentir bien dans mon travail, c'est être épanoui, venir travailler en m'amusant. C'est ça la priorité pour moi. Donc, dès l'instant où vraiment on ne se sent plus bien, on, on part. Donc, ça me fait un peu sourire, en fait, cette petite anecdote. Merci beaucoup, Marie. Je vais peut-être, Nawal, oui, je vais oui, peut-être enchaîner parce que dans cette même réflexion, c'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune, s'il se plaît pas, ça nous est arrivé, au fait, peut-être pas moi directement, mais j'ai assisté à des gens qui ont recruté des employés qui ne sont pas venus le premier jour, tout simplement. Oui, Et puis d'autres qui ont démarré et puis qui ont décidé que ça ne répondait pas à leurs à leurs aspirations attentes. et qui sont partis. Et d'accord. on assiste aujourd'hui à une tendance qui est de plus en plus grandissante, c'est que le travail classique dans une entreprise que nous, génération, on va dire 1.0 ou 2.0, on connaît, commence à changer parce qu'on assiste à de plus en plus de jeunes qui vont s'orienter vers l'entrepreneuriat. Ça devient, moi, autour de moi, c'est quelque chose qui devient aujourd'hui juste très, on va dire, très présente. Finalement, on choisit de travailler pour soi-même parce que c'est ça qui répond à toutes les exigences, au fait, qu'on n'arrive pas à trouver chez ces entreprises. Voilà. Après, il y a aussi un point que je souhaitais souligner, c'est que les plus jeunes ont l'avantage quand même d'être plus flexibles, hein. Ils ne sont pas probablement encore mariés, ils n'ont probablement pas non plus d'enfants ou de charges, on va dire, fixes auxquelles ils doivent subvenir. Donc, ça leur permet d'avoir quand même cet avantage, contrairement aux personnes qui sont déjà donc dans l'entreprise depuis des dizaines d'années, qui sont installées avec des engagements qui finalement peuvent être subvenus à travers le salaire. Et donc, ça leur réduit considérablement leur flexibilité de départ.
Fait. Merci beaucoup, Nawal. Et en fait, on se rend donc bien compte que dans cet environnement-là, il est de plus en plus difficile de retenir les talents. Effectivement, parce qu'on passe des aspects tangibles à des aspects intangibles comme levier de retention ou de fidélisation. Et là, je vous retourne la question, mes chères dirigeantes. Quels sont aujourd'hui les leviers sur lesquels on peut jouer? Comment s'y prend-on pour retenir ces talents-là? Et ne pas rentrer dans la course au talent, surtout quand on sait que le coût de monter en charge pour une nouvelle recrue est encore plus élevé que de retenir donc la recrue existante. Comment fait-on? Quelle stratégie pour pouvoir les retenir? Alors, la stratégie pour les retenir, c'est, je dirais, effectivement, d'abord, bien comprendre, eux, quels sont leurs besoins et dans quel contexte est-ce qu'ils travaillent. Donc, qu'est-ce qui les motive? Il y a toujours quelque chose qui motive en dehors du salaire. Est-ce que c'est le projet? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est le fait d'avoir des horaires aménagés? Ça, c'est important de le savoir. Est-ce que c'est le fait que quand ils arrivent, qu'il y ait du café, qu'il y ait de l'eau, voilà, qu'il y ait de temps en temps des repas offerts et qu'il y ait cette humanisation vraiment de l'environnement de travail. Ça, c'est important de le comprendre. Toute entreprise a sa propre culture et souvent aussi, ils viennent peut-être d'un autre environnement qui était plus humain, mais où ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Donc, c'est vrai que c'est un vrai challenge, en fait, aujourd'hui, pour les employeurs. Je vais peut-être compléter ce que vient de dire Sylvie. Aujourd'hui, déjà, on a un souci au niveau de l'attraction des talents. Ce n'est plus aussi évident qu'avant. Donc, il faut déjà au départ qu'on ait voilà, une proposition de valeur, j'ai envie de dire, qui est intéressante. Donc, quand l'employé arrive, il sait que il intègre une entreprise avec une image qui lui convient, avec des conditions de travail qui lui conviennent, avec un projet donc de travail qui lui convient. Et ensuite, donc, quand on regarde dans on va dire dans le parcours et la vie de cet employé dans l'entreprise, là, il y a de l'accompagnement à faire. On parlait tout à l'heure des conditions de travail, c'est très important. Avant, on avait besoin peut-être juste d'un bureau, d'un téléphone et puis d'un PC. Là, les petits détails comme ce qu'on vient de citer, les points de rencontre, de détente, tout ce genre de choses devient important. Il y a aussi tous les éléments, on va dire, qui sont d'un ordre pas très quantifiable, mais le fait d'écouter ces gens, qu'ils se sentent impliqués dans les décisions. C'est important d'avoir des rencontres, on va dire, régulières, d'avoir des cadres de travail aussi participatifs, en comité, par exemple, qu'il y ait aussi des sondages réguliers pour écouter ces gens, savoir quelles sont les attentes. Bien entendu, il faut un projet d'évolution de carrière aussi qui va bien à ces gens. Donc, c'est un accompagnement en fait qui doit se faire dans le long terme et qui doit tenir surtout compte de l'évolution du marché parce que des fois, on a l'impression qu'on a tout mis en place en termes d'outils en interne, mais si on ne suit pas ce qui se passe au niveau du marché, on peut être surpris, notamment avec toute l'évolution technologique que nous vivons actuellement. Merci beaucoup, Nawal, sur ces éléments. On va passer à une question de... Il y a des questions dans le chat pour vous, donc je vais la poser. On a une question de Leila qui dit, nous parlons aujourd'hui de l'automatisation. Cela vous inquiète-t-il en tant que dirigeant de savoir que l'humain pourrait être remplacé par les machines? Certaines organisations pourraient penser qu'il s'agit d'une solution pour éviter d'avoir à gérer les humeurs des humains, surtout que les machines ne se plaignent pas. Est-ce que c'est un axe de sortie sur l'expérience client? Ça, c'est une question de Leila pour vous. Qui veut la prendre? Oui, je l'apprends. Je pense que non, l'humain ne peut pas, les machines ne peuvent pas remplacer complètement l'humain. On aura toujours besoin de l'être humain dans toutes nos organisations. Donc, je ne pense pas que c'est un moyen pour mettre une croix définitive sur l'être humain. Non, je pense pas.
pas dans toutes les organisations, pas la mienne en tout cas. En tout cas, pas dans l'hôtellerie, mais on se pose la question éducation en ligne, Sylvie, Orange Money, Telco, Nawal. Est-ce que ce besoin d'automatisation n'a pas vraiment un impact sur les métiers futurs et sur le changement même des profils de compétences? Je pense qu'il y a clairement un impact, hein. Il y a on va dire des activités qui vont être automatisées, d'autres qui vont disparaître, mais il y a surtout celles qui vont apparaître. Et je sens, pour moi, c'est une évolution totalement normale dans l'histoire du travail, hein. Si on voit comment le travail se déroulait il y a peut-être un siècle, je pense qu'on n'aurait même pas une idée de ce qu'il allait devenir à notre époque. Euh, donc, clairement qu'il y a cette évolution continue. Il y a des choses qui vont être remplacées, d'autres qui vont évoluer, celles qui vont disparaître. Je ne m'inquiète pas pour l'humain, je pense qu'il va toujours être là. Je pense qu'il y aura encore plus de commandes. Après, tout ce qui va être automatisé, à mon sens, sera plus les tâches opérationnelles pour donner plus de valeur voilà, à l'humain. Merci beaucoup. Donc, on arrive vers la dernière articulation. Je ne sais pas si Ariel, si on a d'autres questions dans le chat, n'hésite pas à nous le faire savoir. On arrive presque à la dernière articulation en fait de notre débat. Si vous avez 3 recommandations clés à donner à des organisations, à des dirigeants pour gagner la guerre des talents, fidéliser et faire de l'expérience employée un vrai levier de croissance, si vous avez 3 maîtres mots que chacun doit retenir en sortant de ce débat, quels seraient ces mots? Alors, je vais peut-être m'aventurer. Franchement, 3 mots et pas plus. L'écoute des salariés, le feedback, c'est important d'avoir le feedback, et puis la veille pour garder un œil sur ce qui se passe au niveau du marché. Merci, Nawal. Écoute, feedback et veille. Veille. Donc, moi, je vais penser plutôt à offrir des possibilités de croissance à tous les employés, prioriser aussi le bien-être des employés et puis favoriser une culture d'entreprise positive. Croissance, quand vous dites croissance, Marie-Paul, c'est carrière, c'est C'est ça? carrière, profession, formation, Ok, développement, c'est ça. ok. Plan de carrière et de développement, d'accord. Et puis, vous avez dit culture d'entreprise positive et Oui, bien-être au travail. exactement. Sylvie? Alors moi, je vais aller dans le sens donc de Marie-Paul et puis de Nawal. C'est d'abord l'écoute. Je pense que c'est très important pour comprendre les besoins. Ensuite, proposer une culture d'entreprise également qui soit positive, qui permet en fait à l'employé de pouvoir se dépasser, soit de faire une carrière s'il le souhaite, soit d'avoir juste un job. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas faire carrière, mais qui aiment bien ce qu'ils font. Et troisième mot, c'est la formation. La formation continue. Pourquoi? Parce qu'on va dans un monde qui va de plus en plus vite. Ce qui était vrai il y a 6 mois peut ne pas être vrai aujourd'hui. Et l'être humain doit pouvoir s'adapter à ce monde qui s'accélère et les organisations aussi. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, vous avez suscité de nouvelles questions dans le chat. Plusieurs d'entre vous ont parlé d'écoute. Et la question que John pose, savoir écouter pour comprendre les motivations des talents est devenu primordial. Mais quels sont les blocages qui l'empêchent aujourd'hui dans nos organisations? Qu'est-ce qui coince? Alors, moi, je pense que ce qui coince, c'est souvent la culture d'entreprise. J'ai eu l'occasion de travailler, par exemple, pour des entreprises américaines où le CEO fait des petits déjeuners avec tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau. Tout comme j'ai eu à travailler pour également des entreprises où le CEO était au dernier étage et personne ne l'avait jamais croisé. Donc, pour avoir ce côté écoute, il faut effectivement connaître ses collaborateurs. Et
et les écouter parce que c'est eux qui savent finalement ce qui leur convient. On fait la même chose avec nos clients, faisons la même chose avec nos collaborateurs. Merci Sylvie. Nawal? Oui, alors, à mon sens, ce qui pourrait bloquer, c'est pas tellement le blocage pour ne pas écouter, parce que écouter, on peut juste le décider et trouver un moment pour les écouter. Après, c'est inscrire ça, au fait, dans le cadre de toute une stratégie, parce que si on décide d'écouter, il faut déjà définir les formats. Est-ce qu'on va mettre en place des sondages? Est-ce qu'on va mettre en place des questionnaires? Est-ce qu'on va mettre en place des enquêtes régulières, des petits déjeuners peut-être, des team building et ainsi de suite? Et bien sûr, tout ça doit être suivi, hein. On va les écouter, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on va écouter? Parce qu'on va collecter tous les, on va dire, les points qui font mal, ou peut-être les points qui doivent être adressés. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et je pense que c'est plus ça, à mon sens, qui découragerait au fait les entreprises qui n'ont pas encore mis ça en place, parce que c'est tout un projet au fait à mettre en place et qui doit aller de bout en bout et adresser la question, on va dire, d'une façon 360. Oui, et puis il faut écouter, mais il faut aussi être prêt à entendre hein, ce que le collaborateur pense de nous managers qu'on est. Lorsque il arrive la période de l'enquête de satisfaction, je vous assure que les managers ont quand même peur de savoir ce que nos collaborateurs pensent de nous. Donc, c'est un peu ce qui freine aussi de savoir vraiment qui on est. Cette évaluation 360 degrés, ça fait vraiment, ça effraie certains managers. Donc, je pense que c'est ce qui tarde un peu dans nos organisations. D'accord, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, Ariel, avant que je fasse le résumé rapide des contributions de nos panélistes avant que nous ne fermons le débat? Donc, merci. OK, donc on a une autre question qui vient d'arriver. Le problème avec la formation des employés est surtout qu'après avoir investi sur eux en formation, ils sont sollicités par la concurrence et cela quand cette valeur ajoutée ne devient plus pas qu'un outil de chantage. Donc, je pense que Ahmed ici met en exergue les formations offertes par les employés, mais avec des conditions de retention obligatoires ou comme outil de chantage sur le développement. C'est Khalil qui a parlé de ça. Ok, effectivement, c'est un réel problème. Dès qu'on finit de former, il y a une plus-value qui est là et puis l'employé, il part ailleurs. Donc, il y a la possibilité aussi de mettre, quand ce sont des formations diplômantes, une clause pour retenir l'employé soit sur 2 ans, sur 3 ans. Mais le plus important, c'est d'avoir développé l'employé, qu'il parte, voilà, c'est notre contribution en fait. Donc, je pense que c'est le plus important. Il faut que le collègue qui est à côté puisse avoir vu ce qu'on a fait pour lui permettre de rester aussi. Donc, on peut pas changer grand-chose à ça. C'est vraiment présent dans nos organisations. C'est des missions après les formations. Ça vous inspire quelque chose, Nawal? Oui, je pense que la formation est un élément, mais qui n'est pas suffisant. Clairement, l'entreprise, quand elle met en place des programmes de formation, ça permet à cet employé d'enrichir, on va dire, ses connaissances, ses compétences et de devenir, on va dire, plus productif. Après, bon, si on arrive à on va dire à ce stade où l'employé est sur le départ, à mon sens, c'est pas ces clauses qu'on va mettre en place qui vont le retenir, hein. Une fois qu'il est sur le départ, il est déjà de l'autre côté. Donc pour moi, la formation est importante, mais pas suffisante. Donc c'est tous les éléments dont on a discuté tout à l'heure de rétention. Il faut que cette personne se sente impliquée, qu'elle se sente engagée, qu'elle se sente vraiment faire partie de cette entreprise. Et c'est tous ces éléments qui vont la retenir et pas uniquement la formation. Formation, tout à fait. C'est tout un écosystème pour gérer l'engagement des employés. La formation n'est qu'un élément. C'est bien ça, Nawal. Tout à fait. Sylvie, une contribution? Oui, alors moi, je vais dans le même sens que Nawal. Effectivement, ce n'est, je dirais, qu'une variable.
Donc, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont importants comme le bien-être, comme aussi le fait d'avoir aussi des projets qui sont importants pour l'entreprise, qui sont porteurs de sens, que l'employé sent qu'il apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Ça, c'est très important également. Tout à fait. Effectivement, chacun veut se sentir utile et apporte de la valeur. Okay. Merci beaucoup, très chers panélistes. Je vais vous faire un résumé rapide, en fait, de vos échanges pour notre audience et après, nous pourrons lever la silence. Donc, ce que nous avons retenu, en fait, des échanges avec nos panélistes, effectivement, la crise Covid a chamboulé nos habitudes. La perception du sens au travail est devenue de plus en plus accrue dans notre capital humain. Le travail aujourd'hui n'est plus qu'alimentaire. Pour corroborer une expression de ce côté de l'Afrique, il est de plus en plus devenu aspirationnel. La paye, les formations ne suffisent plus. L'employé veut se sentir épanoui à son travail, il veut avoir la possibilité de pouvoir s'exprimer, il veut pouvoir, donc les leviers aspirationnels deviennent donc, est-ce que j'ai un management participatif? Est-ce que je me sens bien au travail? Est-ce que je suis épanoui au travail? Est-ce qu'on a des enjeux? Je comprends la stratégie de mon organisation. Est-ce que je comprends où je vais? Est-ce que je suis impliqué dans la prise de décision? L'environnement de travail devient donc de plus en plus important. Flexibilité, esprit d'équipe, leadership inspirant, espace de travail émulateur, espace de détente, pause café, etc. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend bien compte que plusieurs organisations ont du mal à retenir les talents, mais même de plus en plus dans nos environnements à attirer les talents. À cet effet, on fait écho en fait de la statistique. 20% des salariés en fait sont à la recherche d'un nouvel employeur au jour d'aujourd'hui dans d'autres environnements, avec une acuité un peu plus importante donc sur la génération Z et les millennials. Ce qui pose donc effectivement le problème donc de la cassure ou de l'écart générationnel entre nos dirigeants qui sont plutôt des baby boomers ou des générations X versus notre capital humain qui est de plus en plus Gen Z, millennials et bientôt les alpha. Alors, que faire donc pour pouvoir résoudre cette équation? Effectivement, l'organisation se veut rentable et pour pouvoir y arriver, il faut son capital humain qui, lui, devient de plus en plus exigeant. Nous avons demandé donc à nos panélistes de nous donner 3 recommandations clés à donner à ces dirigeants qui doivent trouver l'équilibre entre l'optimisation de leurs coûts, leur rentabilité et un capital humain dans la guerre des talents. Et à ceci, nos panélistes ont dit, première chose, écoute des salariés. Il faut pouvoir mettre en place des mécanismes d'écoute des salariés qui peuvent passer par des dialogues, donc écoute, écoute, écoute. Cependant, qu'est-ce qu'on fait de ces écoutes-là? Il y a aussi les feedbacks réguliers, mais surtout agir sur les retours obtenus de la part des talents et ne pas s'éloigner de tout ce qui est veille concurrentielle, savoir ce qui se passe sur le marché, ce que font vos concurrents pour pouvoir attirer vos talents. Un autre élément important qui a été soulevé par nos panélistes, donc pour mieux s'armer dans cette guerre des talents et dans cette culture de l'expérience employée, le bien-être au travail devient très important et une culture d'entreprise beaucoup plus participative et beaucoup plus intra-entrepreneuriale devient de plus en plus importante. On a parlé aussi de la formation, c'est-à-dire la spécialisation des talents pour leur apporter, contribuer à leur développement. Mais aussi, on a bien dit que la formation ne suffit pas, ce ne sont que des éléments. La guerre et puis l'objectif à atteindre, c'est vraiment le taux, l'engagement des employés. Et nos panélistes ont bien dit, ne faites pas l'économie de pouvoir mesurer l'écoute des employés, les sondages, les 360 degrés, mais surtout agir une fois que vous avez donc les retours. Mais d'un autre côté, le capital humain, une entreprise aussi se veut rentable. Et sans entreprise, pas d'emploi. Donc là, c'est un mot d'attention à tous les employés et tous les salariés. C'est une avenue à 2 voies. L'employeur fait sa part, les employés font leur part. Je vous mets au défi demain, quand vous allez voir le médecin ou alors vous entrez à la pharmacie,
d'avoir très peur si vous avez un médecin pas engagé, une pharmacienne pas engagée qui mettrait en danger votre vie. C'est d'abord avant tout une responsabilité personnelle de pouvoir en fait donner l'excellence à chaque niveau, l'excellence de soi. L'organisation fait sa part, mais nous devons aussi faire la nôtre. Voilà à peu près le résumé de nos échanges, juste pour savoir avec nos panélistes si cela résume effectivement la profondeur de ce débat de ce jour. Vous êtes d'accord? D'accord. Merci Salma. On va fermer aujourd'hui le débat. Merci à toute notre audience qui a participé. Merci à vos questions. Pour toutes les questions qui n'ont pas été répondues, vous recevrez par email le canevas des réponses à ces questions. Nous partagerons aussi, si vous voulez, la petite présentation sur les résultats et les statistiques de PwC. À nos chères dames, nous vous disons bravo pour votre contribution dans l'expérience employée et le capital humain et nous vous disons à très bientôt. Merci. 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 Merci.